Agatha Christie, 10 petits nègres. Confortablement installé dans le coin d'un compartiment de première classe, le juge Wargrave, depuis peu en retraite, tirait des bouffées de son cigare en parcourant d'un œil intéressé les nouvelles politiques du Times. Bientôt il posa son journal sur la banquette et jeta un regard par la vitre. Le train traversait le comté de Somerset. Le juge consulta sa montre. Encore 2 heures de voyage. Alors il se remémora les articles publiés dans la presse au sujet de l'île du Nègre. On avait tout d'abord parlé d'un millionnaire américain, fou de yachting, qui avait acheté cet îlot et y avait construit une luxueuse habitation moderne. Malheureusement, la 3e épouse de ce riche Yankee n'ayant pas le pied marin, l'île et la maison furent mises en vente. Une publicité tapageuse s'étala dans les journaux et, un beau jour, on apprit que l'île était devenue la propriété d'un certain Monsieur Owen. Les potins les plus fantastiques ne tardèrent pas à circuler dans la presse londonienne. L'île du Nègre, disait-on, avait en réalité été acquise par Miss Gabrielle Turle. La fameuse star hollywoodienne souhaitait y séjourner quelques mois, loin des reporters indiscrets. Le magazine L'Abeille laborieuse insinuait délicatement que c'était là une demeure digne d'une reine. Le Mr. Merryweather s'était laissé dire que l'île avait été achetée par un couple désireux d'y passer sa lune de miel. On chuchotait même le nom du jeune Lord L, touché par les flèches de Cupidon. Le Jonas affirmait que l'île du Nègre était tombée entre les mains de l'amirauté britannique, qui voulait s'y livrer à des expériences très secrètes. En bref, l'île du Nègre fut, cette saison-là, une manne pour les journalistes en mal de copie. Le juge tira de sa poche une lettre dont l'écriture était pour ainsi dire illisible, mais çà et là des mots s'en détachaient avec une clarté inattendue. « Mon très cher Laurence, depuis tant d'années, vous me laissez sans nouvelles. Venez à l'île du Nègre, un site vraiment enchanteur. Tant de choses à nous raconter, du temps passé, en communion avec la nature, grillé au soleil. 12h40, départ de Paddington. À votre rencontre à Oakbridge. Et sa correspondante terminait « Toujours vôtre, Constance Culminton », agrémentant sa signature d'un grand paraphe. Le juge Wargrave essaya de se rappeler la date précise de sa dernière rencontre avec Lady Constance Culminton. Elle devait remonter à 7 ou 8 ans. La jeune femme se rendait alors en Italie pour se griller au soleil, communier avec la nature et les contadini. Plus tard, disait-on, elle avait poursuivi son voyage jusqu'en Syrie, où elle se promettait de se rôtir à un soleil encore plus brûlant et de ne faire plus qu'un avec la nature et les bédouins. Constance Culminton, songeait le magistrat, était bien femme à s'acheter une île et à s'entourer de mystères. Approuvant d'un hochement de tête la logique de son raisonnement, le juge Wargrave se laissa bercer par le mouvement du train et s'endormit. Assise dans un wagon de 3e classe en compagnie de 5 autres voyageurs, Vera Claythorne fermait les yeux, la tête rejetée en arrière. « Oh, quelle chaleur suffocante dans ce train! Comme il ferait bon au bord de la mer !» Cette situation constituait une aubaine pour la jeune fille. D'ordinaire, lorsque vous sollicitez un emploi pour les mois de vacances, on vous charge de la surveillance de toute une marmaille. Les places de secrétaire à cette époque deviennent de plus en plus rares. Le bureau de placement ne lui avait donné qu'un maigre espoir. Enfin, la lettre lui était parvenue. L'agence de placement me communique votre nom et vous recommande chaudement à moi. Je crois comprendre que la directrice vous connaît personnellement. Je suis disposé à vous accorder les appointements proposés par vous et je compte que vous entrerez en fonction le 8 août. Prenez le train de 12h40 à Paddington et on ira vous attendre à la gare d'Oakbridge. 6 juin, un billet de 5 livres pour vos frais de voyage. Sincèrement vôtre, Una Nancy Owen. En tête de cette lettre figurait l'adresse Île du Nègre, Sticklehaven, Devon.
l'île du Nègre. Tout récemment, on ne parlait que de cela dans les journaux. Toutes sortes d'insinuations et d'étranges rumeurs circulaient au sujet de ce coin de terre entouré d'eau. Sans doute n'y avait-il rien de vrai là-dessous. En tout cas, la maison, construite par les soins d'un millionnaire américain, était, paraît-il, le dernier cri du luxe et du confort. Miss Vera Claythorne, fatiguée par ce dernier trimestre de classe, songeait. La situation de professeur de culture physique dans une école de 3e ordre n'est guère reluisante. Ah, si seulement je pouvais dénicher une place dans un établissement passable. Puis, le cœur serré, elle pensa. Je dois encore m'estimer heureuse. Les gens n'aiment pas d'ordinaire prendre chez eux une personne qui a passé en justice, même si on l'a acquittée. Le coroner l'avait même complimenté sur sa présence d'esprit et son courage. En somme, l'enquête lui avait été tout à fait favorable, et Mrs. Hamilton lui avait témoigné la plus grande bonté. Seul Hugo. Mais elle ne voulait pas penser à Hugo. Soudain, malgré la chaleur étouffante du compartiment, elle frissonna et regretta de se rendre au bord de la mer. Un tableau se dessinait nettement en son esprit. Elle voyait la tête de Cyril monter et descendre à la surface de l'eau et se diriger vers les rochers. La tête montait et descendait, et elle-même, Vera, en nageuse experte, se rapprochait de lui, fendait les vagues avec aisance, mais persuadée qu'elle arriverait trop tard. La mer, aux profondeurs chaudes et azurées, les matinées passées étendues sur le sable, Hugo qui lui avait avoué son amour. Il ne fallait plus penser à Hugo. Ouvrant les yeux, elle regarda d'un air maussade le voyageur assis en face d'elle. Un homme grand, à la face bronzée, aux yeux clairs et plutôt rapprochés, à la bouche arrogante, presque cruelle. Je parierais que cet homme a parcouru le monde et vu des choses extrêmement intéressantes. Philippe Lombard, jaugeant d'un rapide coup d'œil la jeune fille assise vis-à-vis de lui, songea en lui-même. Très séduisante. Peut-être un peu trop l'air institutrice. Bah. Une femme de tête. Une femme capable de se défendre, en amour comme à la guerre. Il aimerait bien l'emmener. Il se renfrogna. Non. Inutile de songer à ses balivernes. Les affaires d'abord. Il lui fallait concentrer tout son esprit sur son travail. De quoi s'agissait-il en somme ? Ce petit juif s'était montré vraiment trop mystérieux. « C'est à prendre ou à laisser, capitaine Lombard, sanguiné, hein ?» lui avait-il dit alors d'un ton indifférent, comme si une centaine de guinées ne comptait pas à ses yeux. 100 guinées, alors qu'il était à bout de ressources. Il avait deviné toutefois que le petit juif n'avait pas été dupe. L'ennui avec les juifs, c'est précisément notre impuissance à les tromper sur les questions d'argent. Ils semblent lire en nous. Il lui avait demandé d'une voix aussi détachée. « Et vous ne pouvez me fournir de plus amples renseignements ?» Monsieur Isaac Morris avait agité avec énergie sa petite tête chauve. « Non, capitaine Lombard, les choses en sont là. Pour mon client, vous êtes un brave homme acculé dans une impasse. Je suis autorisé à vous remettre la somme de 100 guinées, et en retour, vous devrez vous rendre à Sticklehaven, dans le Devon. La gare la plus proche s'appelle Uxbridge. De là, vous serez conduit en automobile à Sticklehaven, d'où un canot automobile vous emmènera à l'île du Nègre. Là, vous vous mettrez à la disposition de mon client. » Lombard avait demandé brusquement. « Et pour combien de temps ?»« Pour une semaine, tout au plus. » Tirant sur sa courte moustache, le capitaine Lombard avait observé. « Il est bien entendu qu'on n'exigera de moi aucune besogne illégale. » En prononçant ces mots, Lombard avait décoché un vif coup d'œil à son interlocuteur. Un léger sourire avait effleuré les lèvres charnues du petit Israélite, comme il répondait d'un ton grave. « Bien sûr, si l'on vous demande quelque chose d'illégal, vous avez toute l'attitude de vous retirer. » La peste soit de ce juif mielleux. Il avait souri. Sans doute savait-il que, dans le passé, les actes de Lombard n'avaient pas toujours revêtu un caractère légal. Les lèvres de Lombard s'entr'ouvrirent en un sourire cynique. En une ou deux occasions, il avait bien failli se faire prendre.
Mais il s'en était toujours tiré. Il lui en fallait beaucoup pour le faire hésiter. À quoi bon se tourmenter à l'avance? Il comptait bien se donner du bon temps à l'île du Nègre. Dans un compartiment de non-fumeurs, Miss Emily Brent était assise le buste droit, selon la coutume. Bien qu'âgée de 65 ans, elle réprouvait tout laisser-aller. Son père, colonel de la vieille école, s'était toujours montré strict sur la tenue. La génération actuelle affichait un débraillé honteux dans l'attitude, comme en toute autre chose. Enveloppée d'une auréole de droiture et de principes rigides, Miss Brent, dans ce wagon de 3e classe bondé de voyageurs, triomphait du manque de confort et de la chaleur. De nos jours, les gens font des embarras pour rien. On veut une piqûre avant de se faire arracher une dent. On prend un somnifère si le sommeil ne vient pas. On se prélasse dans des fauteuils et sur des coussins. Et les jeunes femmes, à demi nues, s'étalent sur les plages en été. Miss Brent, les lèvres pincées, eût bien voulu donner une leçon à certaines gens. Elle évoquait ses vacances de l'année précédente. Cette année, il en irait différemment. L'île du Nègre. En son esprit, elle relut une fois de plus la lettre si souvent parcourue et qu'elle connaissait par cœur. Chère Miss Brent, j'aime à croire que vous vous souvenez de moi. Il y a quelques années, nous avons passé ensemble le mois d'août dans une pension de famille de Belhaven, et nous nous sommes découverts tant de goûts communs. En ce moment, je suis moi-même en train de monter une pension de famille sur une île au large de la côte du Devon. J'ai toujours pensé que pour réussir dans ce genre d'entreprise, il fallait une cuisine simple mais excellente, et une clientèle faite de personnes de la bonne vieille école, foin de ces nudités, et des gramophones la moitié de la nuit. Je serais enchanté si vous pouviez prendre vos dispositions pour venir passer vos vacances cet été sur l'île du Nègre, à titre gracieux, comme mon invité. Le début du mois d'août vous conviendrait-il si nous disions le 8, avec tous mes bons souvenirs, sincèrement vôtres, UN. Quel était donc son nom? La signature était presque illisible. Emily Brent, à bout de patience, fit cette remarque en elle-même. Tant de gens signent leur nom si mal qu'on n'est pas fichu de déchiffrer. En pensée, elle passa en revue les pensionnaires de Belhaven, où 2 années de suite elle avait passé l'été. Il y avait cette gentille femme d'âge mûr, Mrs. Voyons, comment donc s'appelait-elle? Elle était la fille d'un chanoine. Et puis, cette Miss Holton? Hormen? Non, décidément, elle se nommait Oliver. Oui, c'était bien cela. Miss Oliver. L'île du Nègre? On en avait beaucoup parlé dans les journaux, à propos d'une actrice de cinéma. Ou bien, n'était-ce pas plutôt d'un millionnaire américain? Somme toute, une île ne coûte pas les yeux de la tête. Cela ne convient pas au goût de tout le monde. L'idée d'habiter une île paraît très romantique, mais une fois installé là, on ne tarde pas à en constater les désagréments et on est trop heureux de s'en débarrasser. En manière de conclusion, Emily Brent songea. Quoi qu'il en soit, cette année mes vacances ne me coûteront rien. Son revenu étant de plus en plus réduit, une bonne partie de ses dividendes demeurant impayés, elle appréciait une telle aubaine. Si seulement sa mémoire lui permettait de se souvenir un petit peu mieux de Mrs. ou Miss, elle ne pouvait préciser, Oliver. Le général MacArthur se pencha à la fenêtre de son compartiment. Le convoi pénétrait dans Exeter où le brave général devait changer de train. Ces sacrés trains de petites lignes avancent avec une lenteur d'escargot, et dire qu'à vol d'oiseau l'île du Nègre était toute proche. Il ne savait pas au juste qui était le dénommé Owen. Selon toute apparence, un ami de Spooflegart ou de Johnny Dyer. 1 ou 2 de vos vieux camarades seront des nôtres, et seraient ravis de bavarder avec vous du bon vieux temps. Ma foi, il ne demandait pas mieux que d'évoquer le passé en joyeuse compagnie. Tout ces temps derniers, il s'était imaginé que ses amis le mettaient en quarantaine. Tout cela en raison de ses commérages stupides. Bon Dieu. La pilule était dure à avaler. Cela remontait à près de 30 ans. Armitage n'avait pas su tenir sa langue. Que savait ce bavard? À quoi bon se tracasser? On s'imagine des tas de choses et on se figure que les autres vous regardent de travers. Après tout, il lui plairait de voir cette île du Nègre qui avait tant défrayé les chroniques.
Il y avait peut-être quelque chose de vrai dans le bruit qui avait couru, selon laquelle l'amirauté, la guerre ou l'aviation en avaient pris possession. Le jeune Elmer Robson, le millionnaire américain, y avait effectivement construit une magnifique résidence qui lui avait coûté des milliers de livres sterling. Un luxe inimaginable. Exeter, 1 heure d'attente. Impatient, le général MacArthur aurait bien voulu continuer. Le docteur Armstrong conduisait sa voiture à travers la plaine de Salisbury. Il se sentait las. La gloire se paye. Un temps fut où, tranquillement assis dans son cabinet de consultation de Harley Street, correctement vêtu, entouré des appareils les plus modernes et des meubles très luxueux, il attendait. Il attendait à longueur de journée le succès ou l'échec de son effort. Eh bien, il avait triomphé. La veine lui avait souri. La veine, secondée par le savoir-faire, cela va sans dire. Il connaissait admirablement son métier. Mais cela ne suffit pas toujours pour réussir. Il faut aussi la chance. Et elle était venue. Un diagnostic exact et les reconnaissances de 2 clientes, des femmes riches de la société, avaient créé sa réputation. Vous devriez aller consulter Armstrong, un tout jeune médecin, mais d'une telle habileté. Pam a été soignée par toutes sortes de praticiens pendant des années. Lui seul a vu tout de suite ce dont elle souffrait. Et cela avait fait boule de neige. À présent, le docteur Armstrong était un médecin en vogue. Il n'avait plus une minute à lui. Toutes ses journées étaient remplies. Aussi, par cette belle matinée d'août, il se réjouissait de quitter Londres pour aller passer quelques jours dans une île de la côte du Devon. Il ne s'agissait pas précisément d'un congé. La lettre qu'il avait reçue était rédigée en termes plutôt vagues, mais il n'y avait rien de vague dans le chèque qui l'accompagnait. Des honoraires fabuleux. Décidément, ces Owen roulaient sur l'or. Le mari, semblait-il, se tourmentait au sujet de la santé de sa femme et voulait être fixé sur la nature du mal sans que Mrs. Owen en conçût quelques alarmes. Elle se refusait à voir un médecin. Ses nerfs. Les nerfs. Le médecin haussa le sourcil. Les femmes et les nerfs. Après tout, du point de vue commercial, il aurait eu tort de s'en plaindre. La moitié des femmes qui venaient le consulter ne souffraient d'autre maladie que de l'ennui. Mais allez donc le leur dire. On pouvait toujours leur trouver quelque chose. Un état légèrement anormal dû à, ici un long terme scientifique, rien de sérieux en somme, mais il faut y remédier, un traitement des plus simples, blablabla, blablabla. En médecine, le plus souvent, c'est la foi qui sauve. Et le docteur Armstrong connaissait la bonne méthode. Il inspirait confiance et espoir. Dieu merci, il était parvenu à s'imposer une ligne de conduite juste à temps, après cette affaire qui remontait à 15 ans. Il avait bien failli tout perdre. Devenu une vraie loque humaine, il s'était ressaisi sous le choc. Du jour au lendemain, il avait cessé de boire, mais il l'avait échappé belle. Avec un coup de klaxon étourdissant, une énorme supersport d'Allemagne le doubla à 130 à l'heure. Le docteur Armstrong manqua d'être renversé dans le fossé. Encore un de ces jeunes imbéciles qui dévoraient la route. Le médecin ne pouvait les sentir. Il s'en était fallu de peu cette fois-ci. Espèce de crétin. D'idiot. Tony Marston, passant en trombe dans le petit village de Méret, pensait à part lui. C'est effarant le nombre de bagnoles qui traînent sur les routes et vous empêchent de filer. Le comble, c'est qu'elles roulent au milieu de la chaussée. Cela devient impossible de conduire une auto en Angleterre. Parlez-moi de la France, où l'on peut réellement faire de la vitesse. Fallait-il s'arrêter ici pour prendre un rafraîchissement ou poursuivre son chemin? Il avait grandement le temps. Il ne lui restait à parcourir qu'une centaine de kilomètres. Il commanderait un gin ou un ginger beer. Quelle chaleur étouffante. On allait bien se divertir sur cette île si le beau temps persistait. Mais qui donc étaient ces Owen? Probablement d'infects parvenus. Il n'y avait que Badger pour dénicher ces sortes de gens. Le malheureux en était réduit là, car il était absolument sans le sou. Pourvu qu'ils eussent une bonne cave. Rien n'était moins sûr chez les nouveaux riches. Dommage que ces bruits concernant l'achat de l'île par Gabriel Turle fussent sans fondement. Il eût aimé se joindre aux adorateurs de la belle artiste.
Peut-être rencontrerait-il tout de même quelques jolies filles parmi les invités des Owen. En sortant de l'auberge, il s'étira les membres, bâilla, contempla le ciel bleu, et monta dans sa dolmenne. Plusieurs jeunes femmes le regardaient. Sa haute stature, 1m80, ses cheveux frisés, son visage bronzé, et ses yeux d'un bleu profond suscitaient leur admiration. Le moteur rugit, et l'auto grimpa d'un bond la rue étroite. Les vieilles gens et les jeunes garçons de course se rangeaient sur son passage par mesure de précaution, et les gamins, subjugués, se détournaient pour suivre les yeux la superbe voiture. Anthony Marston continuait sa marche triomphale. Monsieur Blore voyageait dans le train omnibus venant de Plymouth. Dans son compartiment se trouvait seulement une autre personne, un vieux monsieur à l'allure de marin et aux yeux chassieux. Pour l'instant, celui-ci dormait. Monsieur Blore écrivait avec soin dans un petit calepin. « Cette fois, marmonna-t-il, ma liste est complète. Emily Brent, Vera Clayton, Dr. Armstrong, Anthony Marston, le juge Wargrave, Philippe Lombard, le général MacArthur, CMG DSO, pour compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, croix des services distingués, le domestique et sa femme, monsieur et madame Rogers. » Il referma son carnet et le remit dans sa poche. Il jeta un coup d'œil vers le coin où dormait son compagnon de voyage. « J'en connais un de trop, » dit-il tout bas. Il réfléchit un instant et conclut « La besogne sera du plus facile. Pas moyen de se tromper. J'espère que ma tenue ne laisse rien à désirer. » Il se leva et s'examina méticuleusement dans le miroir du compartiment. L'image reflétée avait une allure militaire. Peu d'expression, en somme, dans ce visage aux yeux gris et rapprochés, aux lèvres agrémentées d'une courte moustache. « Ma parole, on me prendrait pour un major, » observa M. Blore. « Ah, non, j'oubliais le général. Cette vieille baderne ne tarderait pas à me démasquer. L'Afrique du Sud, » continua à monologuer M. Blore. « Ça, c'est mon rayon. Aucune de ces personnes n'est allée en Afrique du Sud, et, comme je viens de lire ce prospectus de voyage, je pourrais parler du pays en connaissance de cause. » Par bonheur, il existe plusieurs genres de coloniaux. En homme ayant fait fortune dans le sud de l'Afrique, M. Blore se targuait de pénétrer aisément dans n'importe quelle société. L'île du Nègre. Il se rappelait y avoir été dans son enfance, une sorte de rocher nauséabond hanté par les mouettes, à 1500 mètres environ de la côte. Cette île devait son nom à sa ressemblance à une tête d'homme aux lèvres négroïdes. Drôle d'idée d'aller bâtir une maison là-dessus. C'est horrible de vivre dans un îlot quand souffle la tempête, mais les millionnaires sont tellement capricieux. Le vieux bonhomme du coin s'éveilla en disant « Oh mère, on ne peut jamais rien prévoir, jamais !» En matière de consolation, M. Blore répliqua « C'est exact, on ne sait jamais ce qui vous attend. » Secoué d'un hoquet, le vieillard reprit d'une voix plaintive. « Oh, un grain se prépare !»« Non, non, l'ami, il fait un temps splendide, » répondit M. Blore. « Je vous dis qu'il y a d'orage dans l'air !» se fâcha le vieillard. « Je le sens !»« Vous avez peut-être raison, » concéda M. Blore pacifique. Le train s'arrêta dans une gare et le vieux monsieur se leva péniblement. « Je descends ici !» Il secoua la portière pour l'ouvrir. M. Blore lui vint en aide. Avant de descendre sur le quai, le vieillard leva la main d'un geste solennel et clignota des yeux. « Veillez et priez !» adjura-t-il. « Veillez et priez ! Le jour du jugement approche !» Atterrissant enfin sur le quai, il se redressa, leva les yeux vers M. Blore et lui dit d'un ton très digne. « C'est à vous que je m'adresse, jeune homme. Le jour du jugement est proche. » Carré dans un coin du compartiment, M. Blore pensa en lui-même. « Il est certainement plus près que moi du jour du jugement. » Mais là, il se trompait. Devant la gare d'Oakbridge, un petit groupe de personnes stationnait.
hésitante. Derrière elle se tenaient des porteurs chargés de valises. L'un d'eux appela. « Hé, Jim !» Le chauffeur d'un des taxis s'avança et leur demanda avec le doux accent du Devon. « Vous allez sans doute à l'île du Nègre ?» 4 voix répondirent affirmativement et aussitôt les voyageurs s'entreregardèrent. Ensuite, le chauffeur s'adressa au juge Wargrave, en qui il discerna le plus âgé de la bande. « Nous avons ici 2 taxis, monsieur. L'un d'eux doit attendre l'arrivée du train omnibus venant d'Exeter dans 5 ou 6 minutes. Car il y a un autre monsieur qui descend de ce train. Peut-être que l'un d'entre vous voudra-t-il bien attendre un peu. Vous seriez moins serré dans la voiture. » Vera Clayton, prenant conscience de son emploi de secrétaire, s'empressa de répondre. « J'attendrai si vous voulez. » Elle considéra les 3 autres. Son regard et sa voix légèrement autoritaire laissaient deviner son genre d'occupation. Elle employait le même ton dont elle donnait des ordres à ses élèves au cours d'une partie de tennis. « Merci, » dit sèchement Miss Brent. Puis, baissant la tête, elle pénétra dans le taxi dont le chauffeur tenait la porte ouverte. Le juge la suivit. Le capitaine Lombard hasarda. « J'attendrai avec Miss... » « Clayson, » acheva Vera. « Moi, je m'appelle Lombard, Philippe Lombard. » Les porteurs empilèrent les bagages sur le taxi. À l'intérieur, le juge Wargrave dit avec circonspection. « Nous avons un temps magnifique. »« En effet, » répondit Miss Brent. « Un vieux monsieur très distingué. » songea-t-elle. Tout à fait différent du genre d'invité qu'on rencontre dans les pensions de famille au bord de la mer. De toute évidence, monsieur et madame Oliver connaissent du beau monde. Le juge Wargrave l'interrogea. « Connaissez-vous bien cette partie de l'Angleterre ?»« Je suis déjà allé en Cornouailles et à Torquay, mais c'est ma première visite dans le coin du Devon. »« Moi non plus, » ajouta le juge. « Je ne connais pas ce pays. » Le taxi s'éloigna. Le chauffeur du second taxi demanda aux 2 voyageurs qui restaient. « Voulez-vous vous asseoir dans la voiture en attendant ?»« Pas du tout, » répondit Vera d'un ton péremptoire. Le capitaine Lombard sourit et dit. « Ce mieux ensoleillé me plaît beaucoup, à moins que vous ne préfériez entrer dans la gare. »« Ah, non. On est si heureux de ne plus se sentir dans ces wagons surchauffés. »« Certes, » répliqua-t-il. « Voyager en chemin de fer pour une telle température, c'est une terrible épreuve. » Vera ajouta, histoire de dire quelque chose. « Espérons que cela va durer. Je parle du temps. L'été en Angleterre réserve tant de surprises. » Lombard posa ensuite une question dépourvue de grande originalité. « Connaissez-vous bien cette partie de l'Angleterre, mademoiselle ?»« Non, j'y viens pour la première fois. » Puis, décidée à définir nettement dès le début sa situation chez les Owen, elle ajouta. « Je n'ai même pas encore vu ma patronne. »« Votre patronne ?»« Oui, je suis la secrétaire des Owen. »« Ah, je comprends. » Imperceptiblement, son attitude changea. Il prit un ton plus assuré et dit « Voilà qui est plutôt surprenant. » Vera éclata de rire. « Pourquoi ? Moi je ne trouve pas. La secrétaire particulière de Madame Owen étant tombée malade, celle-ci a télégraphié à une agence pour se procurer une remplaçante, et on m'a envoyé ici. »« Alors voilà comment cela se pratique. Et si le poste ne vous convient pas une fois que vous êtes installé dans la maison ?» De nouveau Vera éclata de rire. « Oh, c'est seulement provisoire. J'ai une situation stable dans une école de filles. Le fait est que je brûle d'envie de voir cette île du Nègre, si célèbre depuis que les journaux s'en sont occupés. Est-elle à ce point fascinante ? » « Je n'en sais ma foi rien, » répondit Lombard. « Je ne l'ai moi-même pas encore vue. »« Vraiment ? Les Owen ont dû s'emballer là-dessus, sans doute. Comment sont ces gens-là ? Dites-moi un peu. » Lombard réfléchit un instant. La situation devenait scabreuse. Devait-il, oui ou non, laisser entendre qu'il les avait déjà vus ? Il se hâta de changer de sujet. « Oh, il y a une guêpe sur votre bras. Non, ne bougez pas. » Pour la convaincre, il fit le geste de chasser la bestiole. « La voilà, elle est partie. »« Oh, merci bien, monsieur. Les guêpes abondent cet été. »« Cela vient sans doute de la chaleur. Savez-vous qui nous attendons ici ?»« Je n'en ai pas la moindre idée. » On entendit le grondement d'un train qui approchait. Lombard dit « Voilà le train qui arrive. » Un homme de haute taille et à l'allure militaire apparut à la sortie du quai. Ses cheveux gris étaient coupés très courts, et sa petite moustache blanche bien soignée. Son porteur, vacillant légèrement sous le poids d'une solide valise en cuir,
lui indiqua Vera et Lombard. Vera s'avança avec une aisance naturelle. « Je suis la secrétaire de Madame Owen. Nous allons prendre cette voiture. » Puis elle ajouta « Je vous présente Monsieur Lombard. » De ses yeux bleus fanés par l'âge, le nouveau venu jaugea le capitaine Lombard. On aurait pu y lire cette opinion. Beau garçon, mais il y a en lui quelque chose de déplaisant. Tous trois s'installèrent dans le taxi qui longea les rues assoupies de la petite ville d'Oakbridge et prit ensuite la grande route de Plymouth. Après 1500 mètres, la voiture s'engagea dans un labyrinthe de chemins campagnards, verdoyants, raides et étroits. Le général MacArthur observa. « J'ignore tout de cette partie du Devon. Ma petite propriété est située dans l'est du comté, juste aux confins du Dorset. » « Cette campagne est ravissante, » commenta Vera. « Ces collines vertes et cette terre rouge font vraiment plaisir à regarder. » Lombard remarqua d'un ton critique. « Cela me paraît un peu trop encaissé. Je préfère les grands espaces où la vue s'étend au loin. » Le général MacArthur lui dit. « À ce que je présume, vous avez dû pas mal voyager de par le monde. » Lombard haussa les épaules d'un air dépréciateur. « Bah, j'ai roulé ma bosse un peu partout, monsieur. » En lui-même, il pensait. Ce vieux militaire va sûrement me demander si, pendant la Grande Guerre, j'étais en âge de porter un fusil. Avec eux, ça ne rate jamais. Cependant, le général MacArthur ne fit aucune allusion à la guerre. Après avoir gravi la colline escarpée, ils descendirent à Sticklehaven par un chemin en zigzag. Ce petit village comprenait quelques maisonnettes, avec une ou deux barques de pêche tirées sur la grève. Pour la première fois, ils contemplèrent l'île du Nègre, surgissant de la mer au sud et éclairée par le soleil couchant. Surprise, Vera s'écria. « Mais nous sommes encore très loin !» Elle se l'était imaginée très différente, toute proche du rivage couronnée d'une magnifique maison blanche. Mais aucune habitation ne se présentait au regard. On apercevait seulement une énorme silhouette rocheuse ressemblant vaguement à un profil de nègre. Son aspect lui parut sinistre, et elle frissonna. Devant la petite auberge des 7 étoiles, 3 personnes étaient assises. Le vieux juge au dos voûté, Miss Brent, droite comme un i, et un homme, un solide gaillard sans façon qui s'avança et se présenta de lui-même. « Nous avons cru bien faire de vous attendre. Ainsi, nous ne ferons qu'un seul voyage. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Davis, et je suis né à Natal, dans l'Afrique du Sud. Son gros rire jovial lui attira un regard courroucé de la part du juge Wargrave. On eût dit qu'il mourait d'envie de donner l'ordre d'évacuer la salle du tribunal. Quant à Miss Brent, elle n'aurait su dire si elle aimait ou non les coloniaux. « Quelqu'un désire-t-il prendre un petit verre avant qu'on s'embarque » demanda M. Davis, très hospitalier. Personne n'acceptant sa proposition, il se tourna et, le doigt levé, décida. « En ce cas, ne nous attardons point. Notre hôte et notre hôtesse doivent nous attendre. » Il aurait pu remarquer un certain malaise sur le visage des autres invités que ces dernières paroles semblaient avoir paralysé. En réponse au signe de Davis, un homme se détacha d'un mur voisin contre lequel il s'appuyait et s'approcha d'eux. Son pas, balancé, indiquait en lui le marin. Il avait la figure basanée, les yeux sombres et l'expression légèrement rêveuse. Il s'exprimait avec le doux accent du Devon. « Mesdames et messieurs, désirez-vous partir tout de suite pour l'île ? Le bateau est prêt. 2 autres messieurs doivent arriver en auto, mais Monsieur Owen m'a donné l'ordre de ne pas les attendre, car ils peuvent arriver à tout moment. » Le groupe se leva et suivit le marin le long d'une jetée en pierre où était amarré un canot automobile. « Quel petit bateau !» observa Emily Brent. Le propriétaire répliqua avec persuasion. « N'empêche qu'il est excellent, madame. En un rien de temps, il vous emmènerait à Plymouth. »« Nous sommes assez nombreux, » dit le juge Wargrave d'un ton cassant. « Il peut transporter le double de passagers, monsieur. » Philippe Lombard intervint et, de sa voix agréable, conclut. « Oh, tout marchera bien. Un temps superbe, une mer calme. » Sans grand enthousiasme, Miss Brent se laissa aider pour monter dans le bateau. Les autres la suivirent. Jusqu'ici, aucune cordialité parmi les invités. Chacun semblait étudier son voisin. Au moment où le bateau allait quitter la jetée, le marin s'arrêta, la gaffe en main. Sur la pente raide descendante au village, une automobile roulait. Elle était si puissante et de lignes si parfaites qu'elle leur produisit l'effet d'une apparition. Au volant était assis un jeune homme, les cheveux rejetés en arrière. À la lueur du soleil couchant, il ressemblait à un jeune dieu, un héros sorti de quelque saga nordique. Il appuya sur son klaxon et un rugissement formidable se répercuta sur les rochers de la baie.
En cet instant fantastique, Anthony Marston semblait être au-dessus du commun des mortels. Par la suite, cette impression devait demeurer gravée dans la mémoire de ceux qui furent témoins de son entrée dans le petit village. Fred Narracott, assis près de son moteur, pensait qu'il avait affaire à une drôle de compagnie. Ce n'était pas là le genre d'invité qu'il s'attendait à conduire chez M. Owen. Il espérait voir des gens un peu plus chics, des femmes en belle toilette et des hommes en costume de yacht, tous l'air riches et importants. Ceux-ci ne ressemblaient guère aux invités de M. Elmer Robson. Un sourire narquois plissa les lèvres de Fred Narracott, tandis qu'il évoquait ses souvenirs. Quelle magnifique réception donnait le millionnaire. Le champagne coulait à flots. M. Owen devait être un type tout à fait différent. Fred trouvait étonnant de n'avoir pas encore vu jusqu'ici M. Owen ni sa dame. Jamais il ne venait au village. Toutes les commandes étaient faites et réglées par ce M. Morris. Les instructions étaient toujours très claires, et le paiement rapide. N'empêche que cette indifférence semblait pour le moins bizarre. Les journaux soupçonnaient un mystère là-dessous. Fred Narracott abondait dans leur sens. Peut-être, après tout, l'île appartenait-elle à Miss Gabrielle Turle. Cependant, cette hypothèse se trouvait infirmée par la mine de ses passagers. Aucun d'eux ne paraissait évoluer dans l'ambiance d'une star de cinéma. Froidement, il les catalogua dans son esprit. Une vieille fille, au caractère aigri, celle-là, il les connaissait bien. Il était prêt à parier que c'était une mégère. Le vieux militaire arborait le physique de l'emploi. Puis la jolie jeune fille, mais rien d'extraordinaire, rien de la star de Hollywood en tout cas. Ce gros réjoui manquait de manières, un boutiquier retiré des affaires, voilà tout, pensa Fred Narracott. L'autre monsieur, le maigre famélique à l'œil perçant, encore un drôle de pistolet celui-là. Probablement s'occupait-il de cinéma. En résumé, il ne voyait dans tout le groupe qu'un seul passager à son goût. Le dernier visiteur arrivé dans l'auto, et quelle auto! Jamais on n'en avait vu une pareille à Sticklehaven. Une semblable voiture devait coûter les yeux de la tête. Ce type-là était né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Si tous les autres lui avaient ressemblé, à la bonne heure, Narracott eût compris. À la réflexion, tout cela semblait bizarre. Très bizarre. Le canot automobile contourna le rocher en produisant un gros remous. À présent, on voyait la maison. Le côté méridional de l'île différait totalement du reste et descendait en pente douce vers la mer. L'habitation, basse, carrée et de style moderne, aux fenêtres cintrées, faisait face au midi et recevait la lumière à flots. Une demeure exquise qui répondait à tout ce qu'on pouvait rêver de mieux. Fred Narracott coupa son moteur et, lentement, le bateau s'engagea dans une petite crique naturelle entre les rochers. « Ce doit être rudement difficile d'aborder ici par gros temps », observa Philippe Lombard d'un ton sec. « Il ne faudrait pas s'aviser d'accoster l'île du Nègre si le vent soufflait du sud-est » répliqua Fred Narracott jovial. « Souvent les communications entre l'île et la côte restent ininterrompues pendant une semaine et davantage encore. » Vera Clayton songea. L'approvisionnement doit être malaisé. Voilà l'inconvénient dans une île. Les questions domestiques les plus simples deviennent de vrais problèmes. Le flanc du bateau frotta contre les rochers. Fred Narracott sauta sur la rive. Lombard et lui aidèrent les autres à débarquer. Narracott amarra son canot à un anneau scellé dans la pierre, puis dirigea le groupe vers un escalier taillé dans le roc. Le général MacArthur s'exclama. « Ah, mais c'est splendide !» Cependant, en son fort intérieur, il ne se sentait pas très à l'aise. « Fichu endroit pour vivre !» songea-t-il. En haut des marches, les invités se trouvèrent sur une terrasse et reprirent courage. Devant la porte grande ouverte, un maître d'hôtel de mine honnête les attendait et son air sérieux les rassura tout à fait. Quant à la résidence des Owen, elle était admirable, et le panorama qu'on dominait de la terrasse dépassait toutes les prévisions. Le domestique s'avança et s'inclina légèrement. Ce personnage maigre, aux cheveux grisonnants et à l'allure digne, leur dit « Mesdames et messieurs, si vous voulez vous donner la peine d'entrer ?» Dans l'immense vestibule, des rafraîchissements attendaient les invités. À la vue de ces rangées de bouteilles, Anthony Marston recouvra sa belle humeur. Cette société hétéroclite ne répondait nullement à ses goûts. Quelle idée avait eu cet idiot de Badger de l'envoyer dans cette île? Toutefois, les boissons étaient bonnes et on ne manquait pas de glace. Que racontait donc ce larbin?
Monsieur Owen, par suite d'un fâcheux retard, ne pourrait arriver avant demain. Le maître d'hôtel se mettait à l'entière disposition des invités. Désiraient-ils monter à leur chambre? Le dîner serait servi à 8 heures. Vera suivit Mrs. Rogers en haut de l'escalier. La domestique ouvrit une porte au fond d'un couloir, et la jeune fille entra dans une ravissante chambre à coucher, dont une des larges baies donnait sur la mer et l'autre à l'est. Vera Clayton poussa une exclamation de joie. « J'espère qu'il ne vous manque rien, miss », lui disait Mrs. Rogers. Vera jeta un coup d'œil autour d'elle. Ses bagages étaient là, tout déballés. Dans un coin de la pièce, une porte était ouverte sur une salle de bain au carreau bleu pâle. « Non, je n'ai besoin de rien, merci. Si vous désirez quelque chose, vous n'aurez qu'à sonner, miss. » Mrs. Rogers s'exprimait d'une voix plate et monotone, avec un brin de curiosité. Vera examina cette femme au teint blême, un vrai fantôme, d'allure tout à fait correcte, avec ses cheveux tirés en arrière et sa robe noire. Ses yeux pâles et immobiles ne cessaient de regarder à droite et à gauche. « On dirait ma foi que cette femme a peur de son ombre », pensa Vera. C'était bien cela. Mrs. Rogers semblait en proie à une mortelle frayeur. Un léger frisson parcourut le dos de la jeune fille. De quoi donc cette malheureuse pouvait-elle avoir peur? « Je suis la nouvelle secrétaire de Mrs. Owen, » dit-elle aimablement. « Vous devez être certainement au courant. »« Non, miss, » répondit Mrs. Rogers. « Je ne sais rien. On m'a simplement remis une liste des messieurs et des dames avec les chambres réservées à chacun. »« Mrs. Owen ne vous a pas parlé de moi ?» lui demanda Vera. Les yeux de Mrs. Rogers papillotèrent. « Je n'ai pas vu Mrs. Owen. Pas encore. Nous ne sommes ici que depuis 2 jours. » « Quel gens fantastique, c'est Owen, » pensa Vera. Elle dit à haute voix. « Le personnel est-il nombreux ?»« Il n'y a que Rogers et moi, miss. » Vera fronça les sourcils. 8 invités dans la maison, 10 personnes en tout y compris, monsieur et madame Owen, et seulement un ménage de domestiques pour s'occuper de tout le monde. « Je suis bonne cuisinière, » ajouta Mrs. Rogers, « et Roger s'y entend parfaitement dans les travaux de la maison. Naturellement, je ne m'attendais pas à avoir tant d'invités. »« Comment ferez-vous pour vous en tirer ? » ?»« Oh, rassurez-vous, miss, je me débrouillerai. Si par la suite, madame Owen organise d'autres réceptions, sans doute engagera-t-elle des extras pour me prêter la main. »« Je l'espère pour vous, » lui dit Vera. Mrs. Rogers s'éloigna sans bruit, telle une ombre. Vera se dirigea vers la fenêtre et s'assit sur la banquette. Elle était inquiète. Tout dans cette demeure lui paraissait bizarre. L'absence des maîtres, la spectrale Mrs. Rogers et les invités. Cela était encore plus étrange que le reste, et drôlement assorti. J'aurais tout de même bien aimé voir monsieur et madame Owen, et m'en faire une opinion, pensa-t-elle. Elle se leva et, tout agitée, se promena dans la pièce. Une chambre à coucher à la décoration ultramoderne. Des carpettes blanches s'étalaient sur le parquet brillant, les murs étaient peints d'une couleur pâle et la grande glace était encadrée d'ampoules électriques. Sur la cheminée, on ne voyait qu'un gros bloc de marbre, affectant la forme d'un ours, échantillon de sculpture moderne dans lequel était enchâssée une pendule. Au-dessus, dans un cadre en métal chromé étincelant, un grand carré de parchemin, une chanson de nourrice. Debout, devant la cheminée, Vera lut les naïves strophes apprises dans son jeune âge. 10 petits nègres s'en allèrent dîner. L'un d'eux s'étrangla, et il n'en resta plus que 9. 9 petits nègres veillèrent très tard. L'un d'eux oublia de se réveiller, et il n'en resta plus que 8. 8 petits nègres voyagèrent dans le Devon. L'un d'eux voulut y demeurer, et il n'en resta plus que 7. 7 petits nègres cassèrent du bois avec une hachette. Un se coupa en 2. Il n'en resta plus que 6. 6 petits nègres jouèrent avec une ruche. Un bourdon piqua l'un d'eux, et il n'en resta plus que 5. 5 petits nègres étudièrent le droit. L'un d'eux devint avocat, et il n'en resta plus que 4. 4 petits nègres s'en allèrent en mer. Un hareng-sort avala l'un d'eux, et il n'en resta plus que 3. 3 petits nègres se promenèrent aux eaux. Un gros ours en étouffa un, et il n'en resta plus que 2.
2 petits nègres s'assirent au soleil. L'un d'eux fut grillé et il n'en resta plus que un. Un petit nègre se trouva tout seul. Il alla se pendre. Et il n'en resta plus aucun. Vera ne put réprimer un sourire. Bien sûr. N'était-on pas ici à l'île du Nègre? Elle alla se rasseoir près de la fenêtre pour contempler la mer. Que l'océan était donc vaste. D'ici on n'apercevait aucune terre aussi loin que la vue pouvait porter. Seule une vaste étendue d'eau bleue ondulant sous le rayon du soleil vespéral. La mer. Aujourd'hui si paisible. Parfois si cruelle. La mer vous entraîne dans ses abîmes. Noyé. Noyé en mer. Noyé. 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 Non, elle ne voulait pas s'en souvenir. Elle ne voulait plus y penser. Tout cela était du passé. Le docteur Armstrong débarqua sur l'île du Nègre au moment où le soleil sombrait dans l'océan. En cours de route, il avait bavardé avec le passeur, un homme de la localité, afin de se documenter quelque peu sur les propriétaires de l'île. Mais Narracott semblait mal renseigné, ou peut-être point disposé à parler. Le docteur Armstrong en fut alors réduit à parler du temps et de la pêche. Sa longue randonnée en voiture l'avait fatigué, et ses prunelles lui faisaient mal. Se dirigeant vers l'ouest, il avait eu le soleil en plein visage durant tout l'après-midi. La mer et le calme complet le remettraient de sa lassitude. Certes, il eût aimé s'accorder de longues vacances, mais il ne pouvait s'offrir ce luxe. Pour lui, la question financière n'entrait pas en jeu, mais le souci de conserver la clientèle passait avant tout. De nos jours, on est vite oublié. À présent que sa situation était faite, il devait travailler sans répit. Pour ce soir, pensa-t-il, j'essaierai de m'imaginer que je ne retourne pas de sitôt à Londres, que j'en ai fini avec Harley Street, et tout le tremblement. Le seul mot « île » possède une vertu magique et évoque à votre esprit toutes sortes de fantaisies. En y abordant, on perd tout contact avec le reste de l'univers. Une île représente à elle seule tout un monde. Un monde où, peut-être, on ne revient jamais. Ah, pour une fois, conclut-il, je vais essayer de laisser derrière moi tous mes soucis quotidiens. Et, souriant à part lui, il se mit à échafauder des projets mirifiques pour l'avenir. Toujours souriant, il gravit les marches taillées dans le roc. Dans un fauteuil sur la terrasse était assis un vieux monsieur, dont l'aspect était vaguement familier au docteur Armstrong. Où donc avait-il déjà vu cette face de grenouille, ce cou de tortue, ce dos voûté et ces petits yeux pâles et rusés? Ah oui, c'était le vieux juge Wargrave. Une fois, Armstrong avait témoigné devant ce magistrat. Le vieux paraissait toujours endormi, mais il était futé comme un renard pour tout ce qui touchait la loi. Il exerçait une influence énorme sur les jurés. On prétendait qu'il les faisait changer de décision suivant son gré. Il avait obtenu d'eux plusieurs condamnations invraisemblables. En somme, un juge féroce qui envoyait facilement les gens à la potence. Drôle d'endroit pour le rencontrer, dans cette île, isolée du reste du monde. Le juge Wargrave se dit en lui-même. Armstrong. Je me souviens de l'avoir vu à la barre des témoins. Un type convenable, mais prudent. Tous les médecins sont des ânes. Et ceux de Harley Street les pires de tous. Et son esprit malveillant se reporta sur une récente entrevue qu'il avait eue dans cette même rue, avec un de ces personnages aux manières onctueuses. Les poissons sont dans le vestibule, grommela-t-il tout haut. Je vais présenter mes hommages au maître et à la maîtresse de séance, dit le docteur Armstrong. Monsieur Wargrave referma ses paupières, ce qui accentua encore sa ressemblance avec un reptile. Inutile, proféra-t-il. Le médecin sursauta. Pourquoi donc? Ni maître ni maîtresse de maison, répondit le juge. La situation est des plus étranges, et je n'y comprends goutte. Le docteur Armstrong le fixa un long moment. Alors qu'il s'imaginait le vieux gentleman en état de léthargie, celui-ci demanda brusquement. « Connaissez-vous Constance Culminton ?»« Non, je ne crois pas. » Peu importe. Personne plutôt falote.
à l'écriture, pour ainsi dire, illisible. Je me demande si je ne me suis pas trompé d'adresse. » Hochant la tête, le docteur Armstrong poursuivit son chemin jusqu'à la maison. Le juge Wargrave médita un instant sur la légèreté de Constance Culminton. En cela, elle ressemblait à toutes les filles d'Ève. Son esprit se reporta ensuite sur les 2 femmes arrivées sur l'île en même temps que lui, la vieille, aux lèvres pincées, et la jeune. Celle-ci ne lui plaisait qu'à demi. Encore une de ces petites impertinentes qui ne se laissent jamais démonter. Mais elles étaient 3 en comptant la femme de Rogers. Drôle de créature toujours hantée, semblait-il, par la peur. Ce couple de domestiques était passable et semblait bien connaître son métier. À ce moment précis, Rogers apparut sur la terrasse. Le juge l'interpella. « Savez-vous si Lady Constance Culminton est attendue pour ce soir ?» Rogers ouvrit de grands yeux. Non, monsieur, pas que je sache. » Le juge leva les sourcils et se contenta de grommeler. Il y a du louche là-dessous. » Anthony Marston prenait son bain. Avec volupté, il se dégourdissait les membres ankylosés par son long voyage en auto. Très peu de pensées lui traversaient l'esprit. C'était un être tout de sensations et d'action. Il songea, il faut bien en prendre son parti. Puis il ne pensa plus à rien. L'eau chaude et fumante, les membres harassés de fatigue. Bientôt il se raserait, prendrait son cocktail, dînerait, et après? Monsieur Blore nouait sa cravate. Ce genre d'exercice ne lui convenait guère. Avait-il bonne prestance? Oui, en somme. Personne ne lui avait témoigné beaucoup de cordialité. Drôle de façon qu'avaient ces gens de s'entre-regarder, comme s'ils savaient. À lui de se montrer à la hauteur des circonstances. À tout prix, il fallait mener à bien la tâche qu'il avait acceptée. Levant les yeux, il regarda la chanson de nourrice encadrée et suspendue au-dessus de la cheminée. Une bonne idée d'avoir mis ça là. « Je me souviens d'avoir visité cette île dans mon enfance, » pensa-t-il. « Je ne me serais jamais imaginé d'y revenir chargé d'un tel boulot. Heureusement qu'on ne connaît pas l'avenir. » Le général MacArthur pestait en lui-même. Scrogneux. Toute cette histoire commençait à l'impatienter. Il ne s'attendait guère à pareille réception. Il avait bien envie d'inventer un prétexte pour s'en aller et envoyer tout promener. Mais le canot automobile était retourné au village. Force était au général de rester dans l'île. Le dénommé Lombard était encore un drôle. Pas franc. Il aurait juré que ce type-là était faux comme un jeton. Au premier coup de gong, Philippe Lombard sortit de sa chambre et, d'un pas souple et silencieux comme celui d'une panthère, s'avança vers l'escalier. Il y avait en lui quelque chose de félin. Son allure évoquait une bête de proie, agréable à regarder. Il souriait en lui-même. « Une semaine, hein ?» Ah, il allait en profiter de cette semaine. Dans sa chambre à coucher, Emily Brent, vêtue d'une robe de soie noire, attendait l'heure du dîner en lisant sa Bible. Elle marmonnait entre ses lèvres les mots du texte. « Les païens seront précipités dans l'abîme, qu'ils ont eux-mêmes creusé. Dans le piège qu'ils ont caché, ils se prendront le pied. Le Seigneur se fera connaître au jour du jugement. Le méchant tombera dans ses propres filets et sera jeté en enfer. » Elle serra ses lèvres minces et ferma la Bible. Elle se leva, attacha une broche en quartz à son corsage et descendit pour dîner.